Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui est très rare, une maladie qui compte parmi les syndromes neurogènes et les syndromes canalaires qui touchent le membre supérieur, c'est ce qu'on appelle le syndrome cervico-thoracique. Alors, le syndrome cervico-thoracique, c'est une maladie qui dit aussi le syndrome scalène. Elle se caractérise par une compression des éléments vasculo-nerveux lors de leur passage dans la traversée cervico-thoracique. Alors, la traversée cervico-thoracique, c'est un ensemble de canaux, c'est un ensemble des espaces anatomiques à travers lesquels cheminent les artères et les veines et aussi les nerfs qui sont destinés aux membres supérieurs. On a le défilé intercostoscalénique, hein, le défilé intercostoscalénique, c'est un espace qui est triangulaire, il est limité par trois bords et se situe entre le muscle scalène antérieur et le muscle scalène moyen. Et ces deux muscles s'insèrent au niveau de la première côte. Et à travers ce canal, il y a le plexus brachial qui chemine avec l'artère sous-clavière. Donc, c'est un espace qui peut être l'origine des manifestations artérielles et aussi neurologiques. Quoi d'autre? Il y a aussi le canal costoclaviculaire ou bien le défilé costoclaviculaire. Comme son nom l'indique, c'est un espace euh, qui se situe entre la clavicule et la première côte. Il est limité en haut par la face inférieure de la clavicule et en bas par la face supérieure de la première côte. Et à travers ce canal, il y a des nerfs et des artères et des veines qui passent vers le membre supérieur. Donc, c'est un espace qui peut donner plusieurs tableaux cliniques, hein. Soit on parle d'un tableau clinique qui est veineux en cas de compression antéro-interne et un tableau clinique qui est artériel et aussi neurologique en cas d'une compression postéro-externe. Quoi d'autre? Parmi les espaces aussi qu'on a, c'est ce qu'on appelle le tunnel sous-pectoral. C'est un espace qui est limité en arrière par la paroi dorsale de la fosse axillaire et en avant par le muscle petit pectoral. Et à travers ce canal, il y a les branches des plexus brachial qui cheminent avec l'artère et la veine axillaire. Donc, ce sont les différents éléments qui constituent la traversée cervico-thoracique. En ce qui concerne les formes cliniques, il y a les formes artérielles, et les formes veineuses et les formes neurologiques. Pour les formes artérielles, le plus souvent, elles se caractérisent par une ischémie. Et l'ischémie peut provoquer par la suite une pâleur et une froideur au niveau des membres supérieurs qui est atteint, et aussi une impotence fonctionnelle. Il y a aussi les formes veineuses euh, qui se manifeste par un simple œdème qui arrive au niveau de la main et au niveau des doigts. Et on trouve aussi une stase veineuse qui peut se développer vers une cyanose. Quoi d'autre? Pour les formes neurologiques, elle arrive le plus souvent suite à une compression d'une branche ou de plusieurs branches du plexus brachial. Et cela, bien sûr, va laisser euh, un fourmillement, hein. Donc, le patient va sentir une sensation de fourmillement et de picotement au niveau des membres supérieurs qui est atteint, et particulièrement au niveau des bords internes, ça veut dire au niveau des bords cubitales. Donc, pour la forme neurologique, il y a un fourmillement, et dans certains cas, on trouve aussi une lourdeur des membres supérieurs. Donc là, on parle d'une parésie et une paresthésie. Et aussi, il y a des cas où on trouve une amyotrophie des muscles de la main et des doigts. Quoi d'autre? Donc, on a les formes artérielles et les formes veineuses et les formes neurologiques. Et on peut parler aussi des formes qui sont mixtes, hein, parce que parfois on trouve un patient qui se présente avec les signes de l'ischémie, avec une cyanose, et en même temps, il y a une faiblesse des muscles des membres supérieurs et surtout les muscles de la main et des doigts. Donc là, on parle d'une association des différents signes cliniques qui signifient une atteinte qui est neurologique et en même temps, il y a une atteinte qui est artérielle ou veineuse. Alors, on passe maintenant à ce qui nous intéresse, c'est la rééducation, et on commence par la réalisation des bilans nécessaires.
Et la première chose à faire, c'est quoi? C'est l'anamnèse et la vérification des dossiers médicaux. Donc, il faut être au courant de tous les détails concernant le patient et sa maladie, hein, et on insiste surtout sur les antécédents, que ce soit les antécédents médicaux et les antécédents chirurgicaux, et aussi les antécédents traumatiques et rhumatologiques de la ceinture scapulaire et de la région cervicale. Par exemple, la cervicarthrose, par exemple, est-ce qu'il avait une luxation gluno-humérale, etc. Et aussi, il faut contrôler euh, le résultat de l'écho-Doppler, comment il est, est-ce qu'il est normal ou bien il y a une anomalie quelque part. Quoi d'autre? On fait aussi un bilan de la douleur, hein, pour savoir le type de la douleur et la localisation de la douleur. On fait aussi un bilan morphologique. Hein. Dans le bilan morphologique, on détecte une perte d'harmonie des courbures rachidiennes sur le plan sagittal. Et on trouve aussi un enroulement des épaules. Hein. Et l'enroulement des épaules doit être traité le plus tôt possible parce qu'il peut laisser des complications défavorables par la suite. Hein. Il peut laisser des déformations de la cage thoracique et cela va influencer péjorativement sur la respiration. Donc, il ne faut pas le négliger. Et l'enroulement des épaules doit être pris en considération lors de la prise en charge. Quoi d'autre? Dans le bilan morphologique, on cherche aussi s'il y a un syndrome du canal carpien, hein, le syndrome du canal carpien qui peut se manifester par, euh, par une sensation de picotement et de fourmillement, comme une décharge électrique qui arrive lorsque le poignet est en flexion dorsale. Donc, on demande au patient de faire la flexion dorsale du poignet, surtout une flexion dorsale qui est passive. Hein, il faut appuyer sur un plan d'air, soit la table ou bien le mur, etc. Et s'il y a un syndrome du canal carpien, le patient va sentir le fourmillement au niveau de la main et cela est dû à une compression des nerfs médiaux. Donc, le canal carpien exerce une compression sur le nerf médian. Quoi d'autre? Dans le bilan morphologique aussi, on fait un bilan palpatoire pour chercher s'il y a des contractures, surtout au niveau du rotateur interne de l'épaule et au niveau des autres muscles de la ceinture scapulaire comme le deltoïde, etc. Après le bilan morphologique, on fait un bilan musculaire. Hein. Dans le bilan musculaire, parfois on trouve une faiblesse des muscles de la main, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, et dans certains cas, on trouve le contraire, hein, on trouve une hypertonie, hein, et un raccourcissement des muscles, par exemple des rotateurs internes. Hein, c'est logique parce qu'il y a un enroulement des épaules, donc les rotateurs internes sont contractés, hein, le grand dorsal et le grand rond et le grand pectoral, et on peut ajouter aussi le saut scapulaire. C'est un muscle qui participe à la rotation interne de l'épaule et qui fait partie des muscles de la coiffe des rotateurs. Quoi d'autre? Pour compléter le bilan musculaire, il faut tester les muscles de la main, hein, les muscles qui participent et qui interviennent dans la fonction de la main, que ce soit les muscles intrinsèques et extrinsèques. Et la faiblesse de ces muscles et la diminution de la force de ces muscles signifie qu'il y a une atteinte et une compression qui est neurologique. Alors, après avoir examiné le patient, on passe au protocole de rééducation et normalement, on peut le diviser en 4 parties. La première partie, c'est quoi? C'est la sédation de la douleur. La première partie est basée sur la sédation de la douleur. On fait la physiothérapie antalgique et on fait la massothérapie et la mobilisation. Pour la massothérapie, on fait un massage décontracturant et antalgique des muscles de la ceinture scapulaire en général. On fait un massage antalgique comme le fleurage par exemple et le pétrissage et la pression glissée superficielle et profonde et on peut traiter les points douloureux par les frictions. Et pour l'immobilisation, on fait une mobilisation qui est passive et une mobilisation qui est spécifique. La mobilisation passive de l'épaule et des rachis cervicales, une mobilisation qui doit être douce et indolore. Et on fait une mobilisation qui est spécifique. On utilise la technique
de glissement pour récupérer les micro-mouvements qui sont perdus ou bien qui sont limités. Quoi d'autre? On fait aussi les mouvements pendulaires. Donc, le patient doit être en décubitus ventral et l'épaule en dehors de la table et le patient va faire le mouvement de circonduction. Donc, en général, la première partie, c'est la sédation de la douleur. Quoi d'autre? Pour la deuxième partie, c'est quoi? C'est l'éducation posturale. Dans cette partie, il faut chercher à garder la meilleure posture des patients, à garder le redressement de la colonne vertébrale et corriger s'il y a une attitude vicieuse. D'accord? Pour cela, on met en œuvre des exercices des étirements, les étirements axiaux, par exemple comme l'exercice d'auto-agrandissement, soit en position assise sur un tabouret, soit en position debout contre le mur. Et aussi, il faut étirer les muscles de la chaîne postérieure pour essayer d'améliorer et de favoriser et de privilégier la fonction antigravitaire. Donc, il faut étirer les muscles de la chaîne postérieure, les muscles de la nuque, les muscles dorsaux et les paravertébraux, les érecteurs dérachés, le long dorsal et le muscle le long costal et aussi le muscle épineux et les muscles lombaires aussi et les fessiers et les ischio-jambiers et le triceps serral. Et il faut étirer les autres muscles en fonction de chaque patient. S'il y a une déformation ou bien une attitude vicieuse, il faut la corriger. D'accord? Quoi d'autre? La troisième partie, c'est quoi? C'est la kinésithérapie respiratoire. Il faut consacrer quelques séances pour faire des exercices de la kinésithérapie respiratoire. Parce que dans certains cas, on peut détecter des troubles respiratoires chez le patient parce qu'il y a un enroulement des épaules. Et l'enroulement des épaules, comme j'ai déjà dit, il va provoquer des déformations thoraciques. Et les déformations thoraciques vont provoquer incontestablement des troubles respiratoires. Donc, il faut faire des techniques de la kinésithérapie respiratoire et surtout la gymnastique respiratoire, les exercices de la ventilation dirigée abdominaux-diaphragmatique et aussi le renforcement diaphragmatique. Quoi d'autre? La quatrième partie, c'est la dernière partie. C'est quoi? C'est le renforcement musculaire. D'accord? Le renforcement musculaire, normalement, les exercices des étirements doivent être associés au renforcement musculaire. Ça, c'est incontestable. Il faut associer entre le renforcement et les étirements pour garder l'équilibre entre les différentes masses musculaires. Par exemple, lorsqu'on a parlé tout à l'heure de l'enroulement des épaules, on a dit qu'il y a un raccourcissement et une hypertonie des rotateurs internes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer les rotateurs externes. Ce sont les antagonistes. Le renforcement des rotateurs externes, tels que le petit rond et le sous-épineux et le cis-épineux et le faisceau postérieur des deltoïdes. D'accord? Donc, les rotateurs externes doivent être renforcés. Pourquoi? Pour garder l'équilibre entre les différentes masses musculaires. D'accord? Donc, pour limiter et pour traiter l'enroulement des épaules, on doit renforcer les rotateurs externes et bien sûr, on peut renforcer d'autres muscles en fonction de chaque patient. Donc, en général, moi, j'ai parlé en général, je n'ai pas trop détaillé. On travaille selon chaque patient, selon les signes cliniques et selon le niveau de la compression et la localisation de la compression. Mais en général, on a 4 points importants. On a la sédation de la douleur, on a l'éducation de la posture et la kinésithérapie respiratoire et aussi le renforcement musculaire.